Salut David, bienvenue dans le nouvel épisode du MD10. Alors on a 9 minutes pour parler et partager avec les fans de G2NL. Je te demanderai de mettre le compteur en route et on est parti. Maintenant ? Ouais, vas-y. Alors ma première question elle est super simple, c'est qui es-tu David ? Ouais, alors ça c'est pas une question, c'est une question simple et une réponse difficile en fait. Voilà. D'accord. Alors qui je suis ? Je suis David Guillochot. J'ai un parcours professionnel donc, qui a commencé déjà il y a quelques années, avec quelques expériences professionnelles donc, différentes. En fait, j'ai tout de suite voulu faire du conseil. Ouais. J'ai commencé ça à la fac. On avait monté une junior entreprise pour faire du conseil. Et ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui venait des États-Unis, des choses nouvelles. À l'époque, c'était le re-engineering dans les années 93 qui arrivait. Et donc, j'allais avec mes boutons de puberté, aller voir des clients et leur dire, regardez, les Américains, ils font ça, et vous, etc. Et essayer de vendre du service. Ouais. Après, je suis rentré dans différents cabinets, à la Segos, un cabinet français, et puis après, Pied Consulting Group, un cabinet anglais. Ouais. Et j'ai à un moment donné eu envie de rêver à de la Silicon Valley. Alors j'y suis un peu allé, mais pas tant que ça. J'ai travaillé pour Oracle, donc l'éditeur américain, où là je me suis occupé de grands projets et d'essayer d'accompagner des clients sur des transformations à l'époque de la première vague d'Internet, e-commerce et e-business. Voilà. Ok, donc pas du tout RH. Et en fait, les RH sont venus, si quand même, au fil de l'eau, parce que, et depuis le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'intéressais aux organisations, à l'évolution des organisations, à chaque fois, il y avait l'humain qui était bien entendu au rendez-vous. Donc j'ai pas eu un parcours de RH, au sens j'ai pas fait une école RH, j'ai pas fait une spécialisation RH, mais à chaque étape de mon parcours, dans toutes les missions que j'ai pu faire, l'humain était soit le facteur clé de succès décisif, soit même le sujet qu'il fallait travailler et faire développer. Voilà. Ok, et après ? Après Oracle ? Alors après Oracle, en fait, comme je n'allais pas trop à la Silicon Valley, et que c'était plus une start-up, j'ai voulu vivre l'entrepreneuriat. Et donc, c'était un peu avant la quarantaine, donc l'envie de dire, je fais pas partie d'un milieu très entrepreneur, et donc j'ai pas eu ce virus très très tôt, je l'ai eu un peu tard, et donc en 2004-2005, j'ai décidé de quitter Oracle, et j'ai monté, alors comme j'avais beaucoup attendu, 2 startups, pas une mais 2, donc une qui c'était Talent for Jobs, c'était pour révolutionner la façon de définir le talent. Et donc c'est vraiment la RH, donc avec un test psychométrique sur le Big Five, un test sur les motivations, sur les aptitudes cognitives, etc. Et de mélanger ça pour qu'il y ait une espèce de Lego qui s'adapte en fait aux besoins et qui ait un débriefing qui se fasse à la fois pour le candidat et pour le RH qui va faire le recruteur. Voilà. Et donc ça c'était la première startup Talent for Job. La deuxième c'est jobmeters.com où là c'était, on s'appelait le gentil monstre Casimir et on voulait effectivement réinventer le job board. Ouais. Et un peu casser le mode de recrutement par chasse de tête, où le principe c'était un processus de recrutement très collaboratif, où tout le monde peut être déjà un chasseur de tête, parce que les liens faibles, etc., tout le monde peut connaître quelqu'un, etc. Et nous ce qu'on voulait c'était... c'est ce que on se fait appeler des fois par des cabinets de chasse de tête qui vous disent vous connaisserez pas. Ils vous proposent en général un job qui va pas, mais vous dites vous connaissez bien quelqu'un, etc. Et là on fait son boulot quoi. Et ça je trouvais moyen, on va dire pas en tout cas tout à fait inachevé. Et on a dit à ce moment-là, ils vont toucher des primes ces gens-là qui sourcent des talents. Et on a eu des primes à l'époque qui allaient jusqu'à 2000 € quoi. C'était c'était sympa. Bon, ça n'a pas suffisamment marché, c'est un peu trop innovant. Il manquait la masse en fait. Et je crois qu'Internet était encore, les usages des réseaux sociaux c'était encore un peu tôt. Et donc j'ai découvert ce que ça veut dire innover, se faire plaisir, mais aussi parfois être un peu en avance. Et quand on attend sur le quai, exactement. Et c'est là où j'ai découvert aussi le marché vraiment RH, avec ces trucs formidables et puis ces petites contraintes, donc qu'il faut gérer, qu'il faut anticiper. Alors, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin ? C'est toujours finalement un peu la même chose. Finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Pour aller au travail, parce qu'il y a plein de choses qui me font lever le matin, mais, comme mon ventre, par exemple, manger, m'occuper des enfants, du chat, etc., la famille. Mais côté professionnel, c'est
d'être en face de choses nouvelles qui vont effectivement mobiliser ce que j'aime faire, où j'ai développé des compétences, des choses où il faut répondre à des problèmes qui n'ont pas encore forcément de solution, où il faut rendre un peu la vie, entre guillemets, dans les entreprises meilleure, des processus plus fluides, RH, un niveau d'engagement des collaborateurs qui soit plus important. Et tu sais, la meilleure satisfaction dans le job que j'ai, parce que j'ai fait pendant 8 ans chez Talentis du consulting en RH et en SIRH, et c'était pas quand on signait des gros contrats, on a signé, mais c'est quand les clients ont la banane et qui te disent... Ouais, exactement. Et finalement, c'est le regard, le feedback des autres qui, je pense, en tout cas moi, me fait lever le matin. Et parle-nous un peu de ta dernière initiative, le Hackathon RH. Ouais. Ah bah là, c'est typiquement un truc où on s'est dit comment fatiguer le plus possible les RH en leur donnant le plus possible la banane, en minimum de temps. Donc c'est-à-dire qu'on les a en 2 jours, on les met dans un truc très gamifié, en mode start-up, etc., où ils doivent répondre effectivement à un sujet, à un problème, et en équipe avec des étudiants, avec d'autres fonctions. Il n'y a pas que la RH, il y a aussi l'IT par exemple. Sur le dernier, on a même mis des nationalités différentes, avec des entreprises différentes. Il y avait plus de 15 nationalités au dernier hackathon. Et donc on leur dit, travaillez en équipe de 7. Et à la fin des 2 jours, vous aurez développé un prototype, vous serez une start-up, on va dire, qui pourra présenter à un jury la super solution qui va révolutionner la RH. Voilà. Et ça, effectivement, ça c'est top parce que finalement, le truc qui ressort, c'est qu'ils sont très fatigués, mais ils sont super contents. Et même le truc de dire, on pensait même pas que c'était possible, de faire autant de choses avec des gens qu'on ne connaissait pas. Sur un sujet techno alors que nous on est RH, avec une ambition d'innover alors que nous on gère dans des grands groupes plutôt le récurrent quoi. Et ça veut dire c'est un peu ce metteur en scène, il a fait son boulot et merci et là on est super content, toute l'équipe est contente. Et est-ce qu'il y a des projets qui voient le jour Bien aussi sûr. derrière ou je veux dire l'équipe le reprend en interne chez eux ou même une équipe à côté se fait? En général, c'est un secret. Non, c'est pas. Ils disent oui, les entreprises, d'abord pour faire de la communication. Voilà, la fameuse marque employeur, être cool, etc. Montrer, etc. Ça, c'est le premier argument. Voilà. Parce que finalement, c'est un événement qui est assez ouvert, donc on communique dessus. Et puis je leur dis, écoutez, ça serait quand même bien que vous anticipiez que ce qui va être fait peut être utile. Oui, mais on va regarder, etc. Ça, c'est à peu près la majorité de nos partenaires. Et à peu près les 2 tiers donc on a eu 2 éditions avec 3 grands comptes, 3 entreprises à chaque fois. 2 sur 3 à chaque fois est passé dans un mode projet, délivrer une vraie solution qui transforme les choses. Et ça, c'est génial. Voilà, là, ils mettent en place. Et alors, j'ai encore 1 minute pour te demander quel est ton conseil carrière. Tu sais, c'est un peu ce qu'on... et plus ça va, plus c'est important pour moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de le partager maintenant. C'est d'essayer de trouver l'intersection des cercles. Et où je suis bon et bien payé, parce que j'apporte de la valeur. Et où est-ce que je prends du plaisir. Voilà. Et je pense que c'est ça le principal conseil, c'est à chaque fois se poser la question de savoir où est-ce qu'on est bon pour être bien payé et de savoir où est-ce qu'on prend le plus de plaisir et d'essayer de faire... Et ça ne se fait pas forcément un seul mouvement, parfois c'est en petites étapes, en créant un réseau pendant 1 an, en ayant un premier pilote, un premier projet qu'on va pouvoir petit à petit peut-être de dire de 20% ou des trucs qu'on fait en dehors du travail, et bien de le faire vraiment comme une activité professionnelle. Ok, un grand merci. Mais non, c'est moi. Tu sais quoi? On est dans les temps. Ah parfait.